Depuis 2022, la guerre d'Ukraine est le théâtre qui nous prouve, s'il le fallait, à nous Européens, que la dimension informationnelle est désormais pleinement intégrée aux opérations militaires, même si vous savez maintenant que c'était déjà le cas depuis 91. Et surtout depuis 93, au moment où les images des soldats américains morts à Mogadiscio ont poussé le Pentagone à réagir pour s'adapter à la nouvelle donne d'une information globalisée. D'ailleurs, c'est dans ce contexte, en 93, qu'ont émergé les doctrines militaires des opérations psychologiques, les PSY-OPS, pour modifier le moral des combattants et des populations ennemies, ou plus largement d'autres opérations qu'on appelle les info-OPS. C'est des opérations qui visent à modifier directement les perceptions des événements. On en a déjà parlé au moment, par exemple, de la première guerre du Golfe. On parle aussi à l'époque de communication stratégique, pour parler en fait de programmes d'information gouvernementaux qui visent à expliquer aux citoyens américains comme aux citoyens du monde entier, le conflit ou les conflits pour au final encore mieux les légitimer aux yeux des opinions publiques. Et la guerre d'Ukraine n'est finalement pas la première guerre hybride, puisque ce terme de guerre hybride date de 2005 et qualifie un nouveau type de conflit. Un conflit où des challengers de l'hégémonie américaine, des challengers étatiques ou non d'ailleurs, puisque on sait que les opérations des terroristes, les opérations islamiques, en fait, ont aujourd'hui des niveaux de capacité d'information et militaire quasiment de certains États. Eh bien, ces challengers de l'hégémonie américaine vont chercher à exploiter des avantages tactiques au moment et à l'endroit de leur choix, plutôt que de jouer selon les règles du puissant, dans un but très précis, celui d'accumuler une série de petits effets tactiques pour ensuite les amplifier par le biais des médias et de cette fameuse guerre de l'information pour affaiblir durablement la détermination des Américains à les pourfendre, à les attaquer. Seulement, le Pentagone a eu, entre-temps, le temps de développer une stratégie de défense nationale qui s'adapte aux guerres de l'information. Et donc, les Américains ont pu conserver, en tout cas pour le moment, le contrôle de l'espace informationnel. C'est d'ailleurs ce statut particulier, le seul statut d'ailleurs d'hyperpuissance qui est conféré d'abord par cette domination dans les nouvelles technologies, de l'information, de la communication, par exemple dans les réseaux sociaux, dans leur contrôle, dans finalement ce pouvoir justement culturel et dans cette force tactique qui permet toujours aux Américains d'avoir un levier très puissant pour provoquer des mutations toujours favorables à leurs intérêts à l'extérieur de leurs frontières. Le paroxysme de cette puissance, c'est un discours de Bill Clinton, qui était alors président à l'université de Pékin en 1998. On se situe 12 ans après le début des négociations avec le Parti communiste chinois, qui vont permettre finalement l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui sera effectif fin 2001. Et ce que dit le président américain aux élites chinoises ce jour-là, c'est que l'ère de l'information mondiale provoque une marée montante de liberté, qui déjà en 1998 améliore la vie de très nombreux citoyens en balayant les systèmes dictatoriaux défaillants dans, par exemple, l'ex-URSS, et ensuite, vous savez, ce qu'on appelait les révolutions de couleur. Et Clinton, en 1998, défend les droits universels, à savoir pour lui la liberté d'expression, le droit de choisir ses propres dirigeants ou de s'associer librement. Des droits, vous le savez, qui n'existaient évidemment pas en Chine et qui n'existent toujours pas un quart de siècle plus tard. Clinton, dans cet acte un peu provoquant, va même jusqu'à confier au correspondant du New York Times, alors qu'il est en train de rentrer aux États-Unis, qu'il est convaincu qu'à mesure que la Chine se connecterait davantage à travers Internet, eh bien, le Parti communiste chinois s'affaiblirait. Seulement, il s'est un peu avancé, parce que Clinton, à l'époque, n'avait pas conscience, et on en parlera tout à l'heure, que l'économie politique chinoise tourne complètement autour du Parti communiste, et que le pouvoir chinois, comme celui d'autres pays d'ailleurs non alignés, résistait déjà très activement à son hégémonie informationnelle américaine. Et ce discours d'ailleurs de Clinton va avoir l'effet totalement inverse, parce qu'il va encourager la jeunesse et la nouvelle garde chinoise, notamment du Parti communiste, à accentuer ses efforts pour faire de la Chine un acteur majeur, une hégémonie future de la guerre de l'information mondiale. Et cette lutte contre l'hégémonie américaine va finalement devenir la méta-histoire
qui nous est racontée et aussi la métapolitique, le but de l'ensemble des décisions politiques de cette contre-histoire et de cette contre-hégémonie, c'est selon. Et là, je vous parle d'un temps ancien, parce que moi, ça me rappelle mes tout premiers souvenirs. On est après la victoire de l'OM à Munich en finale de Ligue des Champions et après la mort de Pierre Bérégovoy. Et à ce moment-là, le 1er janvier 1994, on va vivre un moment historique. C'est le jour de l'entrée en vigueur de l'ALENA. Vous savez, c'est un traité de libre-échange qui relie les États-Unis, le Canada et le Mexique pour construire un accord, une zone économique favorable. Et à ce moment-là, le jour même, le sous-commandant Marcos, qui est à la tête de l'armée zapatiste de libération nationale, va conquérir quelques villes dans les montagnes mexicaines. Pourquoi ? Pour défendre les peuples indigènes du Chiapas qui vivent quasiment exclusivement de la culture du maïs et du café. Sauf que dans l'accord de l'ALENA, la culture du maïs et du café est intégrée à ces accords de libre-échange. Ce qui signifie pour le commandant Marcos la mort imminente des peuples indigènes du Chiapas. À l'époque, le président mexicain déploie immédiatement 15 000 soldats pour écraser la rébellion avant finalement de devoir faire machine arrière. Pourquoi ? Eh bien parce que l'attention du monde entier s'était braquée en un temps record sur le Chiapas, où des ONG locales avaient diffusé des informations sur leur lutte depuis déjà des années sur Internet, sur le web, alors qu'à l'époque, Internet ne comptait que 16 millions d'utilisateurs, une brindille, mais des utilisateurs qui étaient pour beaucoup des journalistes, parce qu'Internet était une source d'information pour les chercheurs et pour les journalistes et pour les politiques. Et donc, ces journalistes vont pouvoir relayer les photographies d'exactions de l'armée mexicaine, qui étaient réelles d'ailleurs ou inventées, à la une des journaux occidentaux. Et les opinions publiques vont prendre fait et cause pour ces militants. D'abord des altermondialistes, des écolos, des féministes, des droits de l'hommistes ou des indigénistes, mais plus largement des opinions publiques de démocratie. Et ça va faire tellement de bruit que le Mexique risque très rapidement de s'effondrer économiquement. Le président mexicain comptait profiter de l'entrée dans l'ALENA pour justement faire affluer les capitaux étrangers vers son pays, sauf que à cause du commandant Marcos, eh bien l'ambassadeur américain à Mexico va appeler le président pour le prévenir, je cite, que 24 heures d'une guerre CNN suffirait à ce que Wall Street le lâche, l'abandonne. À ce moment-là, le Mexique et son allié américain n'étaient pas du tout préparés à la fois à cette guérilla d'un type complètement inédit et à la connexion entre le commandant Marcos, le Chiapas et, je dirais, des forces démocratiques partout dans le monde. Le secrétaire aux affaires étrangères du Mexique, qui va ensuite devenir le patron de l'OCDE et qui préside aujourd'hui le Forum de Paris pour la paix, qui s'appelle José Ángel Gurría, a parlé à l'époque de guerre d'encre, de guerre de papier, et aussi de guerre de mots écrits sur Internet pour parler du Chiapas. On est le 1er janvier 1994, donc c'est vraiment le début de l'Internet. Et ça représente, le commandant Marcos et sa lutte, la toute première brèche dans la domination informationnelle américaine, qui a été amenée comme une ironie de l'histoire, par l'avènement justement d'une technologie américaine, l'Internet donc, et par la globalisation du marché de l'information, qui avait été mis au point et qui devait permettre aux Américains de continuer à rester la seule puissance hégémonique dans le monde. Et c'est Internet et ce marché global de l'information qui permet à des militants dans des montagnes reculées de mener une guerre asymétrique de l'information où, pour une fois, c'est le faible qui remporte la bataille de l'opinion publique et de l'opinion mondiale. C'est un peu, vous savez, la théorie du maître et de l'esclave chez Hegel, dont on a déjà parlé, qui s'adapte à la guerre de l'information. Et dans la foulée, de très nombreux activistes vont créer leur propre source d'information alternative, qui vont réunir au sein d'une plateforme qui s'appelle Indie Media au moment du sommet de l'OMC à Seattle en 1999. Les hackers aussi, les pirates, vont s'emparer de Tor. Tor, c'est un réseau décentralisé et anonyme qui, à l'origine, avait été développé par la marine américaine pendant les années 90 pour se protéger, pour protéger ses communications. Et puis, ce système Tor va être détourné par des hackers pour en faire une véritable zone de non-droit, ce qu'on appelle le dark web, le dark net, où les armes, la drogue et plus tard les crypto-monnaies vont pouvoir circuler aisément, tout comme l'information, notamment des terrorismes, du blanchiment d'argent. Et la résistance à la domination informationnelle américaine, elle s'appuie à ce moment-là
sur deux terrains de jeu qui vont se rejoindre en 2006 au sein d'un mouvement que vous connaissez tous qui s'appelle les Anonymous. C'est un mouvement où des militants numériques qui recourent donc au hacking, au piratage, eh bien le font au nom de la liberté d'expression dans ce qu'ils appellent le hacktivisme, qui est un mélange de hacking et de activisme pour s'en prendre dès 2006 aux États par le piratage informatique, mais dans un but précis qui est de favoriser les changements sociétaux. Et on le verra plus tard, Anonymous a été un soutien majeur à la fois des oppositions en Russie ou en Chine, mais aussi de l'armée ukrainienne pendant la guerre, l'invasion des Russes en Ukraine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'après la chute du mur, c'est quand même le succès de CNN, qui est à l'époque une des seules chaînes d'information diffusées par satellite, qui va provoquer un vent de panique dans des démocraties qui lancent à leur tour et très rapidement leur propre chaîne par satellite. En 92, c'est Deutsche Welle en Allemagne, ensuite c'est Euronews et TV5 Monde en 93, et puis en 94, le service international de BBC, le World Service. Les Chinois, à l'époque, en réponse au discours de Rupert Murdoch, on l'a vu à Londres, eh bien, vont réagir à cette menace que le satellite représente pour tous les régimes totalitaires, et en particulier pour eux, en interdisant les télévisions par satellite d'émettre sur leur territoire. Et très vite, ils sont suivis par l'Iran, par l'Arabie Saoudite et par Cuba. Parce que CNN avait réussi à leur démontrer, en couvrant au quotidien et en direct les manifestations de Tiananmen, que les populations pouvaient désormais contourner l'information officielle. Et c'est d'ailleurs au Moyen-Orient que ce besoin va se faire le plus ressentir. Parce que c'est là que l'effet de la chaîne CNN a pris le plus de place. À l'époque, le secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, va carrément jusqu'à qualifier en 1996 de 16e membre du Conseil de sécurité la chaîne de Ted Turner, CNN. Et le monopole des médias occidentaux sur le traitement justement de la guerre du Golfe, comme on l'a dit, était la marque même, la marque de fabrique d'une puissance américaine impérialiste. Seulement, ça a été vécu comme une humiliation, notamment dans le Moyen-Orient. Et donc, des pays, des souverains vont se lancer dans la guerre de l'information mondiale pour ne plus la subir. Les premiers qui vont le faire, c'est le Hezbollah iranien, et puis le Hamas palestinien, l'Égypte et la Syrie, qui vont lancer entre 1991 et 1996 leurs propres chaînes publiques qui sont diffusées par satellite et qui sont diffusées en plusieurs langues. Donc pas seulement à destination de leur public ou de leur région, mais à destination de leur diaspora et des citoyens occidentaux. À l'époque, l'ennemi juré des États-Unis dans la région reste l'Iran. Et les mollahs peuvent bloquer très facilement Internet parce que les infrastructures de communication sont centralisées en Iran. C'est ce qui, par exemple, leur a permis de bloquer pas mal de révoltes, notamment en 2017, mais aussi plus récemment en 2022, en coupant bonnement et simplement l'Internet. Ils mettent le paquet d'ailleurs, les mollahs, à travers leur agence de presse étatique, sur un organisme de radiodiffusion et finalement de chaînes d'information internationales. À l'époque, c'est l'émergence chez les Pasdaran, vous savez, le cœur d'élite des gardiens de la révolution islamique, qui vont développer une nouvelle influence avec leur propre organe de presse, mais surtout des think tanks et un réseau d'instituts culturels qui développent partout dans le monde pour agir pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des frontières de l'Iran. C'est le modèle qu'on va retrouver ensuite avec les Russes et avec les Chinois. Les géopoliticiens à l'époque prennent même l'exemple de l'Iran pour développer un concept qu'on appelle l'obsidionalité. En fait, c'est cette conviction pour des dirigeants d'être enclavés dans une citadelle assiégée, cette espèce de paranoïa, si vous voulez, qui va créer cette vision d'un environnement international jugé comme hostile. Et cette politique de fermeture va les pousser au Moyen-Orient à finalement se faire dépasser par la politique d'ouverture d'un tout petit voisin, un voisin petit mais extrêmement ambitieux qui s'appelle le Qatar. Et la toute première chose que fait le nouvel émir du Qatar en 1996, juste après avoir renversé son père pour prendre le pouvoir sur le Qatar, c'est de lancer une chaîne par satellite qui s'appelle Al Jazeera. Et depuis, elle fait office un peu de CNN du monde arabe. Et elle a permis au Qatar de casser la mainmise de leurs adversaires, notamment saoudiens, sur le paysage médiatique arabe et panarabe, en justement le libéralisant, pour aussi briser le contrôle tout simple des gouvernements
arabes sur leur propre information nationale, parce que Al Jazeera devient la principale chaîne de l'ensemble des pays arabes. Et c'est un outil de soft power incroyable, a fortiori dans un contexte que vous avez tous connu de guerre entre Al-Qaïda et les États-Unis. Parce que Al Jazeera, quand il diffuse le 7 octobre 2001 une vidéo préenregistrée d'Oussama Ben Laden, devient immédiatement une chaîne connue dans le monde entier. Le Daily Mirror va même révéler qu'en réponse au traitement par Al Jazeera de l'assaut de Fallujah par les soldats américains, le président Bush avait projeté très sérieusement de bombarder les locaux de la chaîne à Doha, au Qatar et ailleurs d'ailleurs, avant que son allié Tony Blair ne l'en dissuade. Et en 2009, Al Jazeera est allé encore plus loin, en distribuant l'ensemble de son contenu sous la licence Creative Commons, ce qui va rendre accessibles ces contenus vidéo à tout un tas d'autres chaînes. Et Al Jazeera va, en 2011, acheter les droits de diffusion des matchs de Ligue 1, avant, vous savez, de racheter le PSG et d'en faire un arme de diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie du foot, et avant de lancer beIN Sport, qui va être le fer de lance de cette diplomatie sportive, qui va mener le Qatar à organiser, on le sait maintenant en ayant recours à la corruption, la Coupe du Monde en 2022 dans son petit pays. Cette chaîne d'information Al Jazeera va avoir sa variante en anglais, chaîne d'information en continu, dès 2005, avant de créer un média sur les réseaux sociaux, en 2017, qui s'appelle AG+. Et ce média va populariser l'expression de l'islamophobie, par exemple, en Occident, et donner la parole à des décolonialistes dans tous les pays occidentaux, la France et les États-Unis notamment. Entre-temps, la chaîne qatari avait joué un rôle très important dans les printemps arabes, notamment en Égypte, où le Qatar soutient les frères musulmans, et où la chaîne Al Jazeera a diffusé en direct les manifestations de la place Tahrir, en donnant tous les jours la parole à des opposants d'Hosni Moubarak, avant de soutenir ouvertement le président islamiste Mohamed Morsi. Sa politique d'ouverture est allée jusqu'à l'ouverture d'un bureau d'Al Jazeera en Israël, avant que Netanyahou ne demande l'expulsion des journalistes d'Al Jazeera d'Israël en 2017 et ne bombarde ses locaux en Palestine, et avant qu'une journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, soit abattue en 2022 en Cisjordanie. Parce que l'influence acquise par le Qatar via Al Jazeera a très vite inquiété ses rivaux et néanmoins voisins, qui lui ont mené dès la première heure ce qu'on a appelé la première guerre informationnelle régionale à l'échelle du Moyen-Orient. Abu Dhabi a commencé par investir dans des chaînes satellites qui se sont fait leur petite réputation dans le monde arabe lors de la guerre d'Irak de 2003, la seconde guerre d'Irak, en mettant en avant leur traitement plus approfondi et plus équilibré qu'Al Jazeera. Tandis que les Saoudiens ont développé en réaction, vous savez, c'était la nationalité saoudienne de 15 des 19 terroristes du 11 septembre. Et donc en réaction, les Saoudiens ont lancé une chaîne qui s'appelle Al Arabiya pour promouvoir depuis Dubaï leur propre vision de l'islam à travers une approche de ce qu'on appelle l'edutainment. C'est un mélange d'éducation et de divertissement sur les conseils avisés et très chèrement rétribués d'une boîte de relations publiques américaine, évidemment, qui s'appelle Burton Marsteller. Mais c'est près de 15 ans plus tard que cette guerre informationnelle va prendre un tour inédit, lorsque en mai 2017, l'agence de presse qatari met en ligne sur Twitter un faux discours de l'émir du Qatar, où il pointe ses liens avec l'Iran, le Hamas et le Hezbollah. En fait, il s'agit d'une cyberattaque, mais les Saoudiens et leurs alliés émiratis, égyptiens et bahreïnis en profitent immédiatement pour rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, comme s'ils avaient été informés en amont de cette attaque. Ces pays avaient d'ailleurs déjà aidé Donald Trump à gagner les présidentielles américaines, avant d'organiser sous l'égide de son gendre Jared Kushner, 2 ans plus tard, avec le soutien de son ami Rupert Murdoch, le sommet de Manama, vous savez, c'est la capitale de Bahreïn, en 2019, où le Qatar allait venir 2 ans plus tard à la rencontre de ses rivaux pour officiellement traiter du plan de paix entre Israël et la Palestine. On sait d'ailleurs que les Émirats Arabes Unis ont payé des lobbyistes à Washington pour influencer des membres du Congrès américain, mais aussi des think tanks, des universités et des médias américains, après qu'un petit groupe de hackers, commandité par le Qatar d'ailleurs, ait répandu en juin 2017 à cette attaque en piratant les boîtes mail de l'ambassadeur émirati. C'est ce qui a permis justement de révéler les détails
de cette campagne d'influence, à la fois pour faire élire Trump et puis pour minimiser l'influence du Qatar, acquise notamment grâce à Al Jazeera. Et cette guerre régionale ne fait d'ailleurs que grandir. On l'a vu plus récemment avec le Qatar Gate, en pleine Coupe du Monde de foot au Qatar, en décembre 2022. À l'époque, des élus européens avaient reçu les faveurs sonnantes et trébuchantes du Qatar, qui a répondu en disant que des cabinets de lobbying anglo-saxons avaient été payés par leurs ennemis saoudiens depuis des années pour constituer ce genre de dossier et d'autres qui visaient en fait à les salir en Occident en déversant au même moment l'ensemble de leurs cartouches au moment où le Qatar se retrouvait sous les projecteurs du monde entier avec une exposition due à la Coupe du Monde. Et vous le savez, on parle de diplomatie du foot, donc une exposition qui était censée améliorer leur fameux nation branding. Depuis, les Saoudiens se sont eux aussi lancés dans la diplomatie du foot, mais avec une toute autre stratégie. Le PSG avait été racheté par le Qatar, par l'autorité qatari, avec un but précis, celui de gagner la Ligue des Champions. Sauf que les Saoudiens, eux, rachètent des dizaines de grands joueurs à des clubs européens pour valoriser leur Saudi Pro League, et ils ont depuis demandé à l'UEFA d'avoir une place pour un club saoudien en Ligue des Champions. Ils s'appuient en fait sur l'échec du projet qatari de remporter cette Ligue des Champions, tout en répondant au succès de Manchester City dans la compétition reine du sport le plus populaire au monde, parce que Manchester City est un club qui est détenu depuis 15 ans par les autorités d'Abu Dhabi. Mais plus encore que les pays du Moyen-Orient, la puissance qui a compris que le pouvoir déstabilisateur des médias globalisés représentait une menace et probablement la menace existentielle directe de son régime, c'est la Chine. Alors, comme l'Iran, la Chine s'est mise à construire des infrastructures de communication et de télécommunication qui sont centralisées. Dès l'ouverture d'ailleurs du réseau en 1996, alors qu'il y a seulement 4 millions d'internautes en Chine, sur plus d'1 milliard de Chinois, eh bien, ils vont travailler à centraliser l'ensemble des flux numériques autour de seulement 3 points d'échange. Ces 3 points d'échange, ce sont les seuls qui permettent d'entrer et de sortir numériquement du pays. Et dès 1998, le ministère de la Sécurité publique a créé une grande muraille de Chine en firewall dans un projet qu'on appelle le bouclier doré. Il s'agissait à l'époque de filtrer et de bloquer l'ensemble des contenus étrangers. Et ça marche d'ailleurs plutôt bien depuis, puisque la Chine voit 73% de son trafic Internet provenir de l'intérieur de ses frontières, même si évidemment 87% des adblockers en provenance de Chine aboutissent finalement aux États-Unis. D'ailleurs, le pays n'est pas si hermétique que ça, parce que pour développer ses propres technologies, ses propres techniques de l'information et de la communication, eh bien il a fallu que les Chinois aillent copier, pas seulement copier industriellement, mais copier la fabrique de l'innovation, et donc aller copier des incubateurs, des centres de recherche, et ce qu'on appelle les zones de développement, qui sont courantes en Occident, notamment dans la Silicon Valley, et les Chinois sont allés investir dans des sociétés étrangères et dans des joint ventures, notamment américaines, pour alimenter ce fameux transfert de technologie, qui ressemble aujourd'hui plutôt à une contrefaçon à très grande échelle, mais qui a quand même permis à la Chine, et on y reviendra, de devenir le premier exportateur mondial de hardware. D'ailleurs, Rupert Murdoch s'était lui-même cassé les dents et fait piéger par ces fameuses joint ventures, puisque Pékin, lorsqu'ils avaient refusé, on en a parlé, la diffusion de ces médias en Chine, eh ben, il avait pu constater que l'offre de ces chaînes de télévision avait été purement et simplement copiée, tout comme ces journaux d'ailleurs, dans d'autres médias qui étaient détenus finalement de près ou de loin par le pouvoir chinois. On sait aujourd'hui d'ailleurs que sa femme, Wendy Deng, avait travaillé pour le renseignement chinois, et dans le software, il n'y a pas que le hardware. Les Chinois ont aussi pu échapper à l'hégémonie des fameux GAFAM américains. Donc les GAFAM, vous savez, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Comment ? Bien, la Chine a tout bonnement et simplement copié leur modèle d'affaires pour pouvoir disposer de ses propres logiciels, ses propres plateformes. C'est ce qu'on appelle
les BAT, les BATHX pour Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi. Baidu, c'est le moteur de recherche qui est la porte d'entrée en fait de l'internet pour la plupart des Chinois depuis sa création en 2000, donc c'est le Google chinois. Et en 2005 déjà, Baidu a été coté à Wall Street. Et en 2010, ils ont créé une plateforme de vidéo qui s'appelle Iqiyi, juste après le rachat de YouTube par Google, qui a été valorisé 1,65 milliard en 2016. Alibaba, c'est une plateforme qui a été créée en 2003 pour être l'Amazon chinois globalement. Et Tencent a été fondée dès 1998 pour proposer de très nombreux services dans ce qu'on appelle sa super app qui s'appelle WeChat, qui a été racheté en 2011 et qui est utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs et des dizaines de millions de commerçants en Chine. Huawei, eh bien, on en parlera plus tard, mais a investi massivement dans la 5G avant que les gouvernements américains et globalement occidentaux, britanniques, canadiens, n'insinuent que cette société capte en fait les données de nos téléphones, de nos ordinateurs pour le compte du gouvernement chinois en ajoutant directement à l'intérieur des hardware, des mouchards, des backdoors. Xiaomi, c'est une société qui a été créée en 2010 et qui est devenue en 10 ans seulement le deuxième vendeur de smartphones au monde, derrière Samsung, mais devant Apple, devant les iPhones. L'équivalent de Twitter en Chine s'appelle Weibo. C'est une plateforme très intéressante parce qu'elle avait été créée en 2000 par un portail internet qui s'appelle Sina avant d'être interdite par les autorités chinoises. Parce que tout simplement ça constituait en Chine quasiment le seul espace de libre expression du pays. Et finalement, le Parti communiste chinois a repris en main la plateforme Weibo en 2013, mais vous avez vu à l'époque du Covid que les premiers lanceurs d'alerte s'étaient exprimés sur cette plateforme. Dès 1991 d'ailleurs, la Chine avait fait de son bureau de la propagande extérieure un ministère à part entière. On est à l'époque, vous savez, juste après la guerre du Golfe, et c'est le moment où l'éminence grise des trois secrétaires généraux du PC qui se sont succédés depuis 1989, un politologue qui s'appelle Wang Huning, a théorisé carrément le soft power chinois, la puissance douce, qu'on appelle en mandarin le Yuan Shili. Pour ça, il s'est inspiré de Joseph Nye, justement, en insistant sur une dimension particulière du soft power. C'est la dimension culturelle. Et c'est lui qui va lancer une division de la diplomatie publique au sein de l'équivalent du Quai d'Orsay chinois en 2004. C'est aussi lui qui va lancer les fameux instituts Confucius, partout dans le monde, en France par exemple, parce que ce sont des centres qui offrent des cours de mandarin, des activités culturelles à l'extraordinaire diaspora chinoise, 50 millions de personnes quand même, mais aussi aux étrangers qui s'intéressent, qui se passionnent pour la langue ou pour la culture chinoise. Ce dispositif, c'est un dispositif de propagande, hein, mais c'est aussi ce qu'on appelle de la diplomatie d'influence. C'est le nouveau nom, si vous voulez, de ce dispositif que les Américains connaissent bien, sauf que les instituts Confucius, en 2021, c'est déjà 535 instituts dans 100 pays. Donc cette conversion au soft power chinois s'est fait dans un temps record avec des moyens considérables. En 2007, Hu Jintao avait intégré ce soft power à la doctrine officielle de la Chine lors de son discours au congrès du Parti communiste chinois, où il avait carrément élaboré toute une stratégie d'influence planétaire au sein, je cite, de la voie de la Chine. Parce que son but, dès le départ, ça a été de remettre en cause l'hégémonie médiatique occidentale. Alors, dans la foulée, eh bien, le quotidien du peuple, qui est le journal de propagande, si vous voulez, officiel du PCC, c'est la Pravda chinoise, a lancé son édition américaine qui s'appelle People's Daily et un magazine anglophone qui s'appelle The Global Times pour diffuser son point de vue ultranationaliste, évidemment, sur l'actualité internationale. Vous pouvez le trouver dans certains quartiers, même en France. Et en 2010, Hu Jintao a voulu concurrencer les 4 grandes agences d'information internationales, parce qu'il a compris que ce sont elles qui produisent 80% des actualités, des nouvelles que vous retrouvez chaque jour dans le monde. Alors il a étoffé son agence qui s'appelle Xinhua, Chine Nouvelle en mandarin, en ouvrant notamment des bureaux en Afrique, et il a lancé CNC, qui est, si vous voulez, l'équivalent de CNN ou de la BBC, mais pour les Chinois, en lançant immédiatement 5 versions internationales de CCTV, qui est la télévision d'État chinoise, en 3 ans seulement, entre 2006 et 2009.
le pouvoir chinois a même lancé une chaîne d'information en continu en anglais qui est émise depuis New York en 2010 et puis une chaîne en ligne en 2013 qui va réussir à toucher dès 2013 40 millions d'internautes. Comment? Eh bien, avec une stratégie de télé-réalité. Par exemple, il y a une émission sur la vie des pandas qui va attirer des millions de téléspectateurs au-delà même du public sinologue classique. Et sans parler des médias privés qui, en fait, pour la plupart sont quand même contrôlés par l'État et par le parti et qui vont toucher eux aussi la diaspora et le monde entier, à commencer par un bouquet satellite qui propose 6 chaînes en mandarin sur les 5 continents et qui s'appelle Phoenix TV. À partir de ce moment-là, la Chine se veut le porte-voix des non-alignés dans leur combat contre l'hégémonie informationnelle américaine et occidentale qui date des années 70 déjà. Et la Chine avait dénoncé les non-alignés avec elle à l'UNESCO dès les années 70 la circulation de l'information à sens unique, puisque selon eux l'application du principe de libre-échange à l'information en fait ne bénéficiait déjà à l'époque quasiment qu'aux Américains. Et en 1980, les non-alignés ont fait adopter un principe, le principe d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication à l'UNESCO, qui se substitue en fait au principe de libre circulation de l'information pour apporter un nouveau principe qu'on appelle celui de la circulation équilibrée. Ça va pousser d'ailleurs les États-Unis et le Royaume-Uni à l'époque à se retirer de l'UNESCO, ce que Donald Trump fera pour d'autres raisons plus tard. Seulement, les non-alignés n'ont quand même jamais eu réellement, concrètement, un accès aux sources d'information des médias anglo-saxons. Et c'est quand même ça qui fait toute la différence. À la fin de la guerre froide, ce nouvel ordre mondial s'était retrouvé d'un coup d'un seul mort et enterré. Pourquoi? Parce que l'initiative privée s'était imposée presque partout dans le monde en matière d'information et en matière aussi de communication, de divertissement. C'est notamment le travail de Murdoch et des bébés Murdoch comme Berlusconi en Italie et en Europe. Seulement, il y a certains swing states, comme on dit, donc des pays plus petits mais qui peuvent faire des bascules à la fois idéologiques et économiques dans des régions et des sous-régions qui ont tenté depuis d'obtenir un soft power grâce justement à leur culture. Ils n'ont pas connu le même succès que les Américains, mais ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Alors on parle souvent du Brésil, qui a fait du portugais, sa langue, un vrai outil d'influence, mais aussi de sa culture du football et de la bossa nova, à travers notamment une chaîne d'information en continu qui s'appelle Globo News, qui a été lancée en 1996. On parle aussi souvent du Venezuela, où Hugo Chavez avait lancé en 2005 une chaîne qui s'appelle Télésour, et qui était créée pour contrer l'influence des médias américains en Amérique latine. Cette chaîne était ouvertement anti-impérialiste et était financée par 6 pays voisins du Venezuela, à savoir l'Argentine, la Bolivie, Cuba, l'Équateur, le Nicaragua et l'Uruguay, avant finalement de conclure un deal, un accord de diffusion avec Al Jazeera. Mais le meilleur exemple de soft power d'un pays en développement, on va dire en rattrapage, reste celui de la Corée du Sud, parce que son gouvernement encourage depuis plus de 15 ans les entreprises de télécommunications et de nouvelles technologies à se réunir au sein de conglomérats pour pouvoir peser sur les marchés internationaux, c'est-à-dire pour pouvoir rester coréenne et pour pouvoir racheter aussi des acteurs étrangers. C'est comme ça que Samsung a pris la tête du marché mondial des smartphones en 2012. Mais c'est aussi comme ça que la K-pop, vous savez, la musique sud-coréenne, ou que les dramas télévisés sud-coréens ont eu une audience auprès de citoyens dans le monde qui n'ont rien de coréen. Même les BD, qu'on appelle les manhwa, ou leurs versions animées, les webtoons, sont aujourd'hui diffusées dans le monde entier, bien au-delà de l'audience de la chaîne ITN.